Au milieu du tumulte des guerres visibles et des accords politiques apparents, il existe des documents qui n'ont jamais été destinés aux yeux du public. Des textes rédigés non avec l'encre du présent, mais avec la prévision calculée de l'avenir. Parmi eux, un manuscrit reste enveloppé de silence et de crainte, attribué à une intelligence cachée du XIXe siècle, dont la signature n'a jamais été confirmée, mais dont les mots résonnent comme l'écho d'un destin tracé avec une anticipation troublante. On parle d'une lettre écrite en 1871, qui aurait prédit non seulement de grands conflits mondiaux, mais aussi une troisième guerre, un affrontement de civilisations qui commencerait là où la glace rencontre les steppes, pour ensuite se déployer dans un théâtre de tension entre Orient et Occident. Cette référence à un troisième conflit, bien que voilée par des métaphores énigmatiques, évoque deux forces ancestrales, l'une venue du Nord, des terres froides et vastes gouvernées par des structures autoritaires et des traditions slaves, et l'autre issue du Sud et de l'Ouest, marquée par sa connexion au capital global et à des idéaux démocratiques enrobés de propagande. Les chercheurs non officiels qui ont étudié le texte affirment que ces blocs représentent clairement la Russie et ce qui deviendrait une union occidentale menée par les États-Unis et leurs alliés européens. Mais ce qui intrigue le plus, c'est que, dans ce manuscrit, le point de déclenchement de ce conflit ne se situerait ni à Moscou, ni à Washington, mais dans une terre aux frontières instables, marquée par des invasions, des rébellions et une histoire de domination intermittente, l'Ukraine. Le texte parle d'un chant des ombres ancestrales, où les fils de l'orthodoxie seront mis à l'épreuve par le feu des promesses occidentales, une phrase qui, à l'époque, semblait poétique, mais qui aujourd'hui prend des allures de prédiction. Selon certains cercles occultes ayant conservé des copies de cette lettre, elle aurait été rédigée par une personne ayant accès à des réseaux d'information dépassant les gouvernements et les nations et des réseaux composés de banquiers, d'aristocrates et d'initiés aux traditions ésotériques, et son contenu aurait été délibérément dissimulé pour ne pas provoquer le chaos avant l'heure. On dit que cette personne, identifiée seulement par des symboles numériques et des sceaux alchimiques, avait prévu que le monde ne se diviserait plus entre empires territoriaux, mais entre zones d'influence informationnelle, récits manipulés et identités collectives façonnées par la peur, la fierté et une faim insatiable d'appartenance. Dans la partie décrivant les années correspondant au début du XXIe siècle, la lettre mentionne la rupture des murs invisibles, quand les fils de Kiev crieront pour la liberté sous les yeux vigilants de l'ours endormi. Cette image, chargée de symbolisme, a été interprétée par certains comme l'anticipation de la révolution orange de 2004, tandis que d'autres y voient un présage du conflit bien plus meurtrier qui allait surgir 2 décennies plus tard. Dans un passage encore plus alarmant, le document évoque le temps du dragon blessé rampant sous les drapeaux bleus étoilés, que beaucoup associent à l'OTAN, une organisation dont les actions sont perçues, dans certains cercles, non seulement comme défensives, mais comme des provocations ritualisées. Ce qui se dégage de la lecture complète de cette lettre, ce n'est pas une simple analyse géopolitique déguisée en prophétie, c'est une carte énergétique, symbolique et stratégique d'une guerre qui transcende les armes et les armées. C'est la description d'un scénario soigneusement conçu, dans lequel les pièces bougent au rythme de forces invisibles mais efficaces. L'Ukraine, dans ce récit, n'est pas seulement un territoire, c'est un autel. Le lieu où des pactes anciens seraient testés, où des mémoires oubliées de conflits entre christianisme oriental et influence latine seraient réactivées comme des plaies ouvertes, déguisées en litiges territoriaux, mais chargées d'une haine ancestrale savamment entretenue dans des rituels occultes. L'auteur de la lettre semble savoir que le cœur de l'Europe ne bat pas uniquement pour l'économie et la diplomatie, mais aussi pour les symboles. Et c'est pour cela qu'il décrit la région avec une telle intensité symbolique, nommant rivières, montagnes et ruines à l'aide de codes astrologiques, comme si le ciel avait participé à l'écriture autant que la terre. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce manuscrit n'a pas été oublié par hasard. Il a été effacé des archives publiques pour une raison simple, quiconque le lit avec attention commence à voir un schéma. Commence à comprendre que certaines guerres ne naissent pas du hasard, ni de l'ambition de dirigeants passagers. Elles sont plantées comme des graines. Arrosées de discours, fertilisées par la peur et cultivées par des mains invisibles opérant bien au-delà du champ de bataille. Si vous avez déjà eu l'impression étrange que le monde accepte certains conflits avec trop de facilité comme si, inconsciemment, tout le monde savait que cela allait arriver, alors vous commencez peut-être à percevoir ce que cette lettre cherchait à révéler. Et si cela a déjà éveillé quelque chose en vous, laissez un j'aime maintenant, partagez cette vidéo avec un ami qui sent lui aussi que le monde suit un scénario caché, et abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est que le début et les pièces sont en mouvement depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit, point bien avant que les grands titres d'aujourd'hui ne tentent d'encadrer le conflit entre la Russie et l'Ukraine comme un simple prolongement géopolitique ou un énième chapitre de rivalités économiques maquillées en diplomatie. Certaines sources murmuraient déjà que cet affrontement précis portait en lui une profondeur spirituelle et symbolique rare, presque oubliée par l'homme moderne.
Ceux qui ont étudié la lettre de 1871 dans sa version intégrale conservée seulement à travers des copies manuscrites transmises entre initiés affirment qu'elle décrit une seconde chute du voile européen, un événement qui mettrait à jour des secrets enfouis depuis des siècles sous le sol de l'ancienne Ruthénie. Ce nom, qui aujourd'hui évoque peu de choses pour la conscience collective, désignait autrefois des territoires qui composent maintenant une partie de l'Ukraine, de la Biélorussie et de la Russie occidentale. Selon les analystes ésotériques, ces terres ne relient pas seulement des géographies, elles symbolisent aussi un point de croisement entre des lignes de forces oubliées et des chemins ancestraux, des rites païens, des sanctuaires souterrains voués au culte solaire. La lettre évoque une flamme endormie sous le blé doré, et qui, une fois éveillée, apportera la danse de la destruction et de la renaissance. À la lumière du conflit actuel, cette phrase autrefois poétique prend une dimension prophétique. Le blé, symbole agricole majeur de l'Ukraine, est devenu un enjeu central dans les tensions économiques entre la Russie et l'Europe. Mais sur le plan archétypal, il représente aussi la récolte des conséquences semées par des civilisations entières. D'après ceux qui détiennent ce savoir occulte, la lettre ne se contente pas de prédire le conflit, elle avertit de son rôle en tant que catalyseur d'un nouvel ordre. Il ne s'agit pas seulement de guerre de territoire ou de pouvoir, mais d'une lutte pour la narration. Qui décide ce qui est juste? Qui dicte quelle douleur mérite l'attention? Le manuscrit de 1871 parle du silence des victimes oubliées, qui un jour criera plus fort que les bombes. Et, de manière troublante, c'est exactement ce que nous vivons, la guerre en Ukraine met à nu les mécanismes de propagande, de manipulation émotionnelle et de fabrication du consentement avec une clarté glaçante. Pour ceux qui suivent l'histoire au-delà des versions officielles, le rôle de l'Ukraine a toujours dépassé celui d'un simple pion géopolitique, elle est le miroir d'une Europe fragmentée, d'une Russie en quête de son identité impériale perdue, et d'un Occident qui se nourrit de la création constante d'ennemis pour justifier sa propre survie. Dans un autre passage, la lettre fait référence à l'écho des murailles brisées de Constantinople, répercutées entre les cathédrales en ruine et les palais de glace. Ce ne serait qu'une image lyrique, si le renouveau du discours impérial russe ne reposait justement sur la reconquête symbolique de l'héritage byzantin. Pendant que l'Occident, tentant d'effacer ses racines chrétiennes, remplace la foi par l'idéologie, il s'enfonce dans une fragilité morale qui rend des guerres comme celle-ci non seulement possibles, mais inévitables. Le plus dérangeant, toutefois, est la mention selon laquelle le conflit ne sera pas entre deux armées, mais entre deux types de mémoire. Une mémoire vivante, organique, ancestrale et une autre, construite, manipulée, numérisée. Le champ de bataille, selon cette vision, ne sera pas seulement la terre ensanglantée du Donbass, mais l'esprit collectif. Chaque nouvelle, chaque image, chaque larme filmée ou ignorée, sera une pièce du puzzle de cette nouvelle réalité. Et si l'on y pense sérieusement, c'est exactement ce que nous observons, une polarisation émotionnelle, un choix imposé entre des récits incompatibles, et une population mondiale de plus en plus incapable de distinguer le vrai du simulé. Et dans cet environnement, la lettre prévient, le moment viendra où les peuples demanderont la paix, mais accepteront le contrôle absolu en échange du silence. Une phrase écrite en 1871, mais qui semble décrire avec une précision effrayante l'émergence de mécanismes de censure, de réglementation sur le discours public, et l'expansion de technologies de surveillance vendues comme des solutions de protection. Mais le plus terrifiant est peut-être encore à venir, selon la lettre, après que l'Europe de l'Est devienne une plaie ouverte, les ombres du Nord apporteront la nuit au Sud. Un avertissement cryptique, que certains interprètent comme le début d'une nouvelle phase du conflit non seulement militaire, mais aussi énergétique et culturel impliquant des acteurs inattendus et entraînant des continents entiers dans une spirale de chaos contrôlé et de reconstruction programmée. Si vous sentez, au fond de vous, que rien de tout cela n'est naturel, que l'histoire se déroule comme un scénario écrit à l'avance, écrivez dans les commentaires, je ne crois plus aux versions officielles. Copiez, collez. Vous n'êtes pas seul. Votre commentaire peut servir de signal silencieux à d'autres qui, comme vous, commencent à se réveiller. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications, et restez avec nous. Car la révélation est loin d'être terminée. Un passage de la lettre qui glace le sang, même chez les plus sceptiques, évoque une alliance de cœurs en flammes scellés dans des salons de verre, au-dessus de mers gelées, sous le regard vigilant des sentinelles de Sibérie. Cette image, à la fois précise et mystérieuse, a été associée à des réunions secrètes entre technocrates, oligarques de l'énergie et représentants de sociétés discrètes, organisées loin des regards, dans des lieux isolés, à l'abri des projecteurs médiatiques. Selon les interprètes expérimentés de la lettre, cette alliance désignerait clairement les liens entre les oligarques russes, d'anciens membres du KGB convertis en hommes d'influence, et des intérêts européens prêts à remodeler la narration de la guerre en faveur d'un plan bien plus vaste. Dans ce plan,
l'Ukraine servirait de détonateur, l'élément nécessaire pour justifier une réorganisation profonde des structures politiques et économiques mondiales. La guerre, ici, serait le rituel purificateur. La lettre évoque une danse de corbeaux au-dessus des champs sans nom, précédée d'une vague de silence dans les capitales du monde. Ce passage, aujourd'hui, est interprété comme l'avertissement que, pendant que les puissances feignent la surprise face aux agressions, elles savaient exactement quand et où cela se produirait. Pour beaucoup, le conflit Russie-Ukraine n'est pas la fin d'une époque, c'est le début d'un nouveau paradigme. Un monde où les frontières ne se dessinent plus sur les cartes, mais dans les codes de surveillance, les monnaies numériques centralisées, les idéologies imposées par les algorithmes, et la réécriture du passé au profit d'un futur domestiqué. La lettre, avec une précision presque surnaturelle, décrit 3 effondrements successifs. D'abord, l'effondrement de la confiance dans les institutions, ensuite, celui de la vérité comme concept objectif, enfin, celui de l'espérance, remplacé par un désir d'ordre si intense que les peuples accepteront une servitude volontaire en échange d'un soulagement immédiat. Si cela vous semble exagéré, observez comment, à chaque nouvelle escalade dans la guerre, des restrictions apparaissent sur le discours public, comment certaines narrations sont écartées des réseaux sociaux, et comment toute opinion divergente est perçue comme une menace à la démocratie. Il ne s'agit plus de protéger les gens, mais de protéger l'histoire officielle. Et la lettre le souligne avec clarté, quand protéger la vérité signifiera étouffer le doute, le temps de la révélation commencera. Dans ce nouveau temps, selon le document, apparaîtra une figure symbolique, pas nécessairement un dirigeant, mais une entité, une image, un archétype qui sera vénéré comme le sauveur de l'ordre. Elle n'aura pas de visage, mais une voix. Elle ne sera pas élue, mais obéie. Et beaucoup pensent que cette entité est déjà parmi nous, les systèmes algorithmiques de prise de décision, les intelligences artificielles qui filtrent ce que nous voyons, pensons, ressentons. Dans ce contexte, la Russie apparaît dans la lettre comme le porteur de la mémoire interdite, tandis que l'Ukraine est le vase sacrificiel où le monde apprendra à accepter l'impensable. Cette dualité, présentée comme un choc inévitable, ne cherche pas à désigner des coupables ou des victimes, elle cherche à exposer tout le monde. La guerre, dans ce sens, est un miroir. Et ce que nous y voyons, ce sont nos contradictions, nos alliances intéressées, notre incapacité à tirer les leçons du passé. Lorsque les chars russes ont franchi les frontières, ils ne brisaient pas seulement des traités. Ils activaient un cycle. Un cycle qui, selon la lettre, avait déjà été répété, testé, planifié. Et ce cycle ne se terminera pas avec la signature d'un accord. Il se terminera, ou plutôt, se transformera quand le monde entier sera forcé de choisir, accepter une paix conditionnée par un contrôle absolu, ou plonger dans le chaos d'une liberté sans chaîne. Et vous, que choisiriez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, je préfère le chaos à l'obéissance aveugle. Copier, coller. Ce commentaire, en apparence anodin, est un acte de conscience. Un geste de résistance. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, activez les notifications, car les prochains chapitres de cette révélation exigeront lucidité, courage, et une volonté ferme de voir au-delà des apparences. Ce qui vous attend pourrait transformer à jamais votre vision du monde et de vous-même. Entre les lignes de la lettre de 1871, dissimulées sous des couches de symbolisme que seuls les lecteurs les plus persévérants ont réussi à décrypter, se trouve la prédiction d'un cycle d'inversion, un moment où les rôles traditionnels des nations s'inverseraient de manière si subtile et progressive que peu de gens remarqueraient la transformation avant qu'il ne soit trop tard. La Russie, perçue pendant des siècles comme une menace, revendiquerait désormais le discours de la tradition, de la moralité et de la résistance à la dissolution culturelle orchestrée par les élites mondialistes. L'Occident, autrefois bastion des valeurs civilisationnelles, deviendrait alors une sorte de temple de permissivité, déguisé sous les idéaux de liberté et de progrès, mais gouverné par des algorithmes, des intérêts marchands et une ingénierie sociale subtile. Dans ce décor, l'Ukraine apparaît dans la lettre comme une fenêtre entre deux miroirs, un lieu où le reflet du passé se heurte à celui de l'avenir, créant un paradoxe temporel dans lequel rien n'est ce qu'il semble être. La guerre, dès lors, n'est que le symptôme visible d'un affrontement bien plus profond, celui du contrôle de la perception, de la mémoire collective et de ce que nous appelons la réalité. Dans un passage particulièrement dense du manuscrit, on lit « Il viendra un temps où les oracles ne porteront pas de manteau, mais des micros, et les temples prendront la forme de studios, où la liturgie consistera à remplacer le doute par l'émotion. » Ce passage est interprété comme une référence directe au rôle des médias internationaux, qui n'informent plus, mais guident, induisent, sculptent les réactions émotionnelles comme on conduit un troupeau vers l'acceptation passive de récits prédéfinis. La lettre affirme que le sang sera versé non seulement sur les champs de bataille,
mais aussi dans le silence de ceux qui n'osent plus penser. Ce silence grandit à chaque censure déguisée en modération, à chaque intellectuel discrédité pour avoir exprimé une pensée dérangeante, à chaque citoyen qui, se sentant dépassé par la complexité, choisit simplement de répéter ce qu'on lui a dit. Et, de manière terrifiante, la lettre associe cet état d'apathie programmée à l'émergence d'événements simultanés qui se répandraient comme des étincelles sur la surface d'un monde hautement inflammable, instabilité économique, effondrement des chaînes d'approvisionnement, érosion des libertés civiles, et enfin, la normalisation de la peur comme outil de gouvernance. L'Ukraine, selon ce texte, serait le premier territoire à manifester tous ces symptômes de façon concentrée. Mais ce ne serait pas le seul. Très vite, ce modèle de tension continue, d'urgence permanente, de guerre psychologique totale, s'étendrait, non pas par la force, mais par logique de contamination. La lettre précise, ce ne seront pas les balles qui franchiront les frontières, mais les idées infectées. Cette phrase résonne aujourd'hui, quand on observe comment les discours de haine, les illusions sécuritaires et les appels à la surveillance sont devenus des normes acceptées, parfois même défendues par ceux-là même qui, jadis, réclamaient la liberté. La prophétie devient encore plus inquiétante lorsqu'elle annonce que les cris de Kiev résonneront dans les capitales de tous les peuples, car ce qui commence entre Slaves se terminera dans le cœur de chaque foyer. Cela nous pousse à réaliser que la guerre que nous observons à l'écran n'est pas lointaine. Elle est déjà en nous. Elle est dans notre façon d'interagir, de débattre, de choisir ce que nous ressentons, ce que nous croyons, qui nous détestons. Si vous sentez que cette manipulation vous a déjà effleuré, ne serait-ce qu'un instant, écrivez dans les commentaires, la guerre est déjà arrivée jusqu'à moi. Copier, coller. Ce simple geste peut devenir un phare pour d'autres consciences en éveil. Abonnez-vous à cette chaîne et poursuivez cette quête avec nous jusqu'au bout. Il ne manque plus qu'une seule pièce pour compléter ce puzzle et cette dernière révélation pourrait à jamais transformer votre façon de voir le monde. Lorsque la lettre de 1871 parvient à sa fin, elle ne transmet pas une impression de conclusion, mais plutôt celle d'un seuil. Comme si tout le texte n'était qu'une traversée, une préparation rituelle à un moment décisif qui, selon l'auteur occulte, ne sera pas annoncé par des trompettes ni des tremblements de terre, mais par le silence absolu précédant l'effondrement de l'illusion. Dans ce silence, dit le manuscrit, ceux qui voient encore seront tentés de douter d'eux-mêmes, ceux qui ressentent encore seront poussés au désespoir, et ceux qui résistent encore seront marqués comme dangereux. Il ne s'agit pas là d'une simple métaphore. Elle annonce une époque où la vérité ne sera pas seulement dissimulée, mais criminalisée. Où les chercheurs de vérité seront traqués non pas avec des armes, mais avec des systèmes. Dans ce scénario, l'auteur décrit l'arrivée d'un nouveau temps numérique, où la chair sera inutile et l'esprit deviendra une monnaie. Il s'agit d'une référence à un monde où tout sera enregistré, catalogué, contrôlé non par des tyrans visibles, mais par des structures invisibles déguisées en progrès. La lettre révèle qu'après que le conflit Russie-Ukraine ait atteint son apogée, il n'y aura pas de vainqueur, mais une redéfinition complète de la condition humaine. Et dans ce nouveau dessin, l'humanité ne sera plus invitée à choisir entre gauche et droite, est et ouest, mais entre rester humaine ou accepter la fusion avec la machine. La guerre, à ce stade, n'est que le dernier coup de pouce, le déclencheur psychologique nécessaire pour que des milliards acceptent, volontairement, une nouvelle forme d'existence. La peur sera si grande, l'épuisement si profond, qu'ils accepteront toute solution promettant un soulagement immédiat. Et cette solution est déjà en construction, monnaie numérique programmable, système de crédit social, identité biométrique unifiée, et un écosystème de contrôle total justifié par des menaces constantes. La lettre se termine par une phrase jamais entièrement déchiffrée, mais étudiée obsessionnellement par les spécialistes du symbolisme ésotérique, quand les loups seront pris pour des bergers, et les signes reçus comme des bénédictions, le dernier seau s'ouvrira. Certains y voient le moment où la majorité acceptera comme sauveur ceux qui les conduisent à la soumission. D'autres y lisent une allusion voilée à l'ascension de leaders charismatiques, technologiques, capables d'unir science et foi, données et dogmes, en un culte mondial sans nom mais au pouvoir absolu. Quelle que soit l'interprétation, la lettre est claire, tout ce que nous appelons aujourd'hui crise n'est en réalité qu'un rituel de transition. Et ce rituel ne dépend pas de notre consentement, seulement de notre ignorance. Mais si vous êtes encore là, c'est que quelque chose en vous a déjà brisé ce cycle. Vous commencez déjà à voir. Et cela, en soi, représente une menace pour le système. C'est pourquoi votre voix est précieuse. Laissez un commentaire, je n'accepte pas la nouvelle normalité. Copier et coller. Que ce soit votre bannière silencieuse, votre acte de courage. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez toutes les notifications.
La vérité ne sera pas diffusée à la télévision, ni récompensée, ni applaudie. Elle se manifestera en vous comme elle vient de le faire maintenant. Cette lettre a été écrite il y a plus de 150 ans. Mais son message vous était destiné. Aujourd'hui. Maintenant.